Ça y est, c'est lancé. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce live. Aujourd'hui, j'ai reçu deux questions principales. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y répondre en premier et ensuite, s'il y a une troisième question qui vient se rajouter, je la prendrai puisque l'idée, c'est de rester sur un format court. Ça avait l'air de bien vous avoir plu la dernière fois, que ce soit pas un truc d'une heure à regarder en replay et que ça soit assez facile. À caser dans l'activité d'un entrepreneur. Donc la première question que j'ai reçue, je vous la lis, c'est: je suis bloquée par le fait de ne pas avoir de cabinet. J'ai aménagé un endroit à mon domicile, un bureau, pour accueillir, et je souhaite accueillir en individuel des enfants. Je suis bloquée par le regard des parents. Suis-je crédible en recevant chez moi? Euh, alors, à cette première question, j'ai envie de dire, de par mon partage d'expérience en tant que maman, donc là, c'est pas du tout la casquette entrepreneur qui va répondre, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé d'emmener mes filles à un rendez-vous et que le parent ne soit pas inclus dans la consultation. Donc, c'est tout à fait OK, il faut juste que ce soit super clair et que ce soit dit et annoncé avant et que ce soit très clair lors de la prise de rendez-vous au téléphone. La deuxième piste, et là c'est plus une piste de réflexion ou mon partage d'expérience, c'est un exercice d'écriture. Donc ça peut paraître un peu farfelu, mais il en sort toujours des belles pistes. C'est avec un papier, un crayon, de se poser et de raconter la scène, comment elle peut se passer dans le meilleur des mondes, de raconter les émotions qui peuvent passer, etc., entre les trois personnes. Donc du coup, l'entrepreneur qui m'a posé la question, l'enfant et le parent présent. Si c'est la fenêtre, si c'est le chat, si c'est la plante, je ne sais pas comment c'est dans le bureau. Voilà, si c'est la fenêtre qui raconte cette scène de cette consultation avec le parent, l'enfant et le coach, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions qui circulent? Quelles sont les attitudes? Que se disent les personnes? Qu'est-ce qu'elles pensent? Quels sont les ressentis? C'est vraiment un exercice qui permet de prendre du recul, de sortir de l'émotionnel et de ses peurs. Et je pense que ça peut être intéressant de le faire et de le tester. Et du coup, pourquoi pas d'échanger après sur est-ce que ça donne des pistes? Est-ce que ça permet de voir les choses différemment aussi? Parce qu'il y a des fois, on se met des freins tout seul. Donc ça peut être une piste d'explorer et de raconter cette scène par écrit, vraiment en mode papier-crayon, pas avec l'ordinateur, parce que les émotions sont pas du tout les mêmes et les ressentis sont pas du tout les mêmes. Et le cerveau ne se met pas dans la même démarche. Donc en mode créatif, si tu as un chat, fais parler ton chat qui observe la scène. Si tu as une plante verte dans la pièce, imagine la plante verte, comment elle voit les positionnements, les ressentis de chaque personne. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Le parent, comment il ressent les choses? Et toi, en tant que coach, qu'est-ce qui se passe? En toute transparence, moi je l'ai fait une fois cet exercice et je l'ai trouvé très intéressant parce que je l'ai fait pour me positionner sur un tarif, sur un atelier que je voulais proposer. Et ça m'a permis de proposer un tarif plus... Enfin, j'avais peur que ce soit trop cher et en fait, vu du regard, donc moi je suis partie du regard de mon chat, vu du regard de mon chat, ce tarif il paraissait tout à fait cohérent avec la prestation que j'avais envie de proposer. Donc ça m'a permis d'y aller, d'oser proposer ce tarif et derrière il s'est passé des choses, j'ai eu des inscriptions et j'ai des gens qui ont payé le tarif avec lequel moi j'étais à l'aise et qui me semblait le plus juste par rapport à ma prestation. Donc je pense que c'est une piste à explorer pour cette réponse de je suis à mon domicile, je propose une prestation avec un enfant et je m'interroge sur la présence de l'adulte, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va ressentir le parent, comment il va me juger, qu'est-ce qu'il va se dire de moi, est-ce que j'ai l'air crédible. Je pense que vraiment c'est intéressant de le tester, donc fais-moi un feedback. La deuxième question que j'ai reçue, je sais pas si du coup il y a des commentaires qui arrivent parce que l'autre fois je les avais eus après coup. Donc n'hésitez pas à insister. La deuxième question que j'ai reçue, c'est une question sur la newsletter. Alors, la newsletter, c'est toujours un sujet intéressant. Donc je vous lis la question qui en fait est plusieurs questions, vous allez voir. C'est: quelle est la bonne fréquence pour une newsletter alors que nos boîtes aux lettres débordent? Je dis quoi dedans, en dehors de la mise en avant de mes produits? Est-ce que je fais des liens sur mon Instagram en attendant d'avoir mon blog? Et quelle est la taille d'une bonne newsletter? Donc là, en fait, il y a 4 questions en une. Pour poser le contexte, l'entrepreneur qui m'a posé la question, elle a un site e-commerce de produits de créateurs français.
Donc, quelle est la bonne fréquence pour une newsletter alors que nos boîtes aux lettres débordent? J'ai envie de te répondre, celle qui est la plus juste pour toi, qui est la plus tenable pour toi. Puisque, de mon point de vue, hein, évidemment, je considère que ce qui est le plus important en termes de newsletter, c'est la fréquence, c'est la régularité. C'est comme pour tous les contenus en fait qu'on partage. C'est de créer le rendez-vous avec son lecteur. C'est pas lui envoyer 5 newsletters d'affilée pendant 3 jours, de puis lui écrire pendant 3 mois, et puis de recommencer parce que tout d'un coup, on a une offre à lui proposer. C'est vraiment d'entretenir la relation, d'être en mode on a une conversation, on échange, on discute. C'est vraiment cette idée que Selma Peiva est là, qui est de dire Internet est une table pour deux, nous sommes en conversation. Donc la bonne fréquence, c'est celle qui est tenable pour toi par rapport à ton activité. C'est voilà, une newsletter, ça prend du temps. Ça vient en plus des réseaux sociaux en général, ça vient en plus de l'activité de l'entrepreneur. Donc, si c'est une fois par mois et que par contre tu la tiens, vaut mieux en faire 12 dans l'année et qu'elle soit super cohérente et très régulière, genre je te les envoie tous les premiers du mois, plutôt que d'en faire une en début d'année puis finalement de lâcher l'affaire parce que en fait je suis tout le temps charrette et je suis en mode pompier et je le tiens pas. Donc ça c'est le premier truc, d'être régulière et de voir ce qui est tenable pour soi et d'être honnête vis-à-vis de ce sujet-là. Le deuxième, sur la deuxième question, qu'est-ce que je dis dedans, en dehors de la mise en avant de mes produits? On peut raconter plein de choses dans une newsletter. Puisque, comme je le disais, c'est vraiment un sujet, on est en conversation et en plus, on est en conversation chez le prospect, chez le client, chez la personne qui a accepté de nous donner notre email pour nous lire. Donc en plus, on est dans un espace privilégié. On n'est pas sur les réseaux sociaux parmi plein d'autres personnes. Oui, il y a d'autres newsletters à côté, il y a d'autres contenus email, mais on est dans un espace privilégié, on est rentré dans l'intimité de la personne puisqu'on est dans sa boîte email. Donc on peut lui raconter vraiment plein de choses, on peut lui parler un peu de nos coulisses. Typiquement pour la personne qui m'a posé la question, c'est parler des créateurs, comment elle les sélectionne, quel est le parcours des créateurs, comment elle choisit les produits, quelles rencontres elle fait avec ses créateurs, comment ça se passe pour créer sa boutique en ligne, pourquoi elle peut aussi profiter des marronniers, comme on l'a déjà dit lors du dernier live, et se dire, bon, bah, bientôt c'est la fête des mères, ou bientôt c'est Noël, ou bientôt, et du coup anticiper ce sujet-là, quel cadeau faire à sa maman, et proposer quelque chose, pourquoi pas une sélection dans sa boutique. Il y a plein d'idées. Ça peut être aussi sur plusieurs épisodes. On n'est pas obligé, j'anticipe la réponse à la dernière question qui est quelle est la bonne taille d'une newsletter. On n'est pas obligé d'écrire un roman. Ça peut être très court, comme ça peut être très long une newsletter. C'est vraiment un choix personnel et ça dépend vraiment de ce qu'on a à dire. Il faut qu'il y ait de la valeur. Il y a aussi quelque chose que j'avais envie de partager sur le sujet de la newsletter qui est pour moi, je répète, hein, c'est vraiment mon point de vue et je pense que c'est le plus simple à gérer en plus quand c'est pas notre cœur de métier et que c'est en plus de tout le reste qu'on a une newsletter, c'est de se dire que une newsletter égale un message, donc un message essentiel qui peut tenir en une seule phrase, donc ça peut être très court, mais un message et pas 50 et pas une multitude de petits trucs, donc un message clé et un appel à l'action. Donc un appel à l'action, ça peut être viens mettre un commentaire sur mon Instagram. Donc ça c'est la question qu'elle posait aussi. Donc pourquoi pas en effet renvoyer en disant bah tiens d'ailleurs viens voir sur mon Instagram, j'ai fait un réel ou j'ai fait quelque chose. Tu peux voir en vidéo le produit et paf, ou tu peux voir en vidéo l'interview que j'ai eue avec le créateur. Paf, viens mettre un commentaire sur mon Instagram. C'est super intéressant, ça ramène du trafic sur nos réseaux et ça peut faire découvrir autre chose. Pareil, on peut faire un appel à l'action qui est de venir mettre un commentaire sur un article sur son blog. Ça peut être de venir, j'allais dire n'importe quoi. Ça peut être de nous répondre, pourquoi pas, de répondre à un sondage parce qu'on a envie de savoir un peu plus de choses sur notre personnel. Donc on fait un petit sondage express et ça permet d'avoir des news de qualité. Ça peut être viens voir ma dernière offre. Il y a plein de possibilités, mais c'est pour moi un appel à l'action. Si on en met 3, 4, 5, le lecteur ne sait plus où donner de la tête. Vaut mieux découper son contenu en plein de petites choses que de se dire je lui mets tout, il aura toutes les infos. Donc ça c'était qu'est-ce que je raconte. Donc un message, un appel à l'action. Je sais plus ce que je disais troisième chose, mais c'est ça. Est-ce que je fais des liens sur mon Instagram en attendant d'avoir mon blog? Oui, évidemment. Crée de l'interaction entre tes contenus, montre que tu es sur Instagram, montre que tu es aussi peut-être sur Pinterest, montre qu'il y a ton site, croise tous tes univers, montre tout ton écosystème, parle sur Instagram de ta newsletter,
Sur Instagram, parle de ton site internet. Voilà, il faut que tout ça se croise et s'entremêle pour que ton lecteur, ton public, ta cible, ton persona, ton prospect puisse découvrir tout ton univers. Ou s'il y en a un où il a plus d'appétence, je dis n'importe quoi, Instagram, bah, il va aller sur Instagram, il n'ira pas sur le site internet. Mais voilà, au moins qu'il rentre quelque part. Quelle est la taille d'une bonne newsletter? Il n'y a pas de réponse à ça. Il faut savoir déjà si nous-mêmes on a envie d'écrire, si nous-mêmes on a envie de raconter plein de choses. Si c'est pas le cas, ça peut être court et c'est tout à fait ok et ça s'assume. Et en plus, aujourd'hui, il y a une grosse tendance là qu'on voit venir depuis déjà un peu fin d'année dernière et sur cette année, qui est les contenus hyper courts. Sur LinkedIn, on le voit, il y en a, ils mettent 3 phrases, paf, ça y est, c'est un post. Donc, on n'est pas obligé de raconter des romans. Ça dépend aussi de son rythme, de sa manière d'écrire. Ça peut aussi être 3 phrases, une vidéo. Enfin, il y a plein de manières de faire des newsletters. Donc, soyez aussi créatifs et écoutez vous par rapport à ce qui vous ressemble. Si l'écrit c'est pas votre tasse de thé, bah, ça peut être en effet, comme je le disais, 3 phrases, une vidéo et paf, 3 phrases. Merci, ciao, bye bye, à la prochaine. Je vais regarder s'il y a des commentaires ou des questions. Alors non, je ne vois rien du tout. Donc j'espère que tout va bien et que c'est ok pour vous. Du coup, j'avais une autre question, parce que comme je vois pas de commentaires ou de questions, je vais prendre la troisième question que j'avais identifiée. Ouais, c'est ça, je reçois pas les questions. C'est je mets quoi comme lien dans ma bio Insta? Est-ce que je mets le lien vers ma boutique? Est-ce que je mets un Linktree qu'on le voit partout qui est donc la bio Insta, il y a un lien et le lien Linktree c'est un outil externe, c'est ni sur votre site internet ni sur Instagram, c'est une prestation qui est gratuite. Et donc Linktree, ça permet d'afficher, je sais pas, je dis 5, 10 liens, mais plusieurs liens. Ça peut être ma boutique, ma dernière offre, le créateur de ce mois-ci, qu'est-ce que c'est que le Made in France, et par exemple le lien vers mon e-book, ou ma chaîne YouTube. Enfin voilà, c'est une série de liens qu'on peut mettre. L'astuce que je propose sur ce sujet-là, c'est de ne pas utiliser Linktree, qui est un outil tiers, qui ne nous appartient pas comme les réseaux sociaux, Instagram, etc., ne nous appartiennent pas non plus. On est locataire, on vient squatter chez eux, donc le jour où ils décident de... on subit. Donc il faut bien l'avoir en tête et garder des outils dont on est propriétaire. Donc sur ce lien, ce que je propose, c'est plutôt si on a son site internet, de faire une page bienvenue Instagram sur son propre site internet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un tiers. C'est une page que l'on crée sur son site internet qui permet de dire bienvenue Instagram. Et là, on vient choisir, exactement comme sur Linktree, qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant, quelles sont les opportunités du moment, quels sont nos sujets du moment, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à notre lecteur, à notre persona, à notre cible. Est-ce que c'est super clair? Et ça permet, en plus, l'avantage, c'est que ça permet d'arriver sur notre site internet. Donc, il rentre chez nous, dont on est complètement propriétaire et sur lequel on peut créer du rebond. Je vois qu'il y a quelqu'un en ligne, mais je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait fait aussi ça la dernière fois. Du coup, c'était ma dernière question pour aujourd'hui. J'espère que c'était super clair. On a donc parlé de je suis à mon domicile pour recevoir mes clients. Je me sens crédible par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai proposé une piste d'exercice créatif avec papier crayon pour se projeter par rapport à ça en étant une tierce personne ou même un meuble ou une plante verte, mais vraiment pour prendre du recul et prendre conscience de ce qui se joue. Et je pense qu'il peut y avoir des déclics qui se produisent à ce moment-là. On a parlé de la newsletter, de sa taille, du nombre d'appels à l'action qu'on peut faire dedans, de la bonne fréquence et de ce qu'on peut y mettre en termes de contenu. Et on a aussi évoqué Instagram et le fameux lien dans la bio. Voilà, j'espère que c'était super clair. Je vais recommuniquer sur Facebook sur la prochaine date, sur le prochain live. D'ici là, n'hésitez pas à envoyer vos questions en amont. Ça permet voilà, de les dérouler tout de suite et de feinter cette histoire de commentaires que je ne comprends pas. Et je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end et à très très bientôt. Ciao ciao!